milieu des assurances, vous avez l'assurance homme-clé. Mais l'assurance homme-clé, c'est-à-dire que souvent, dans le private equity, dans les hautes sphères, quand vous avez un fonds d'investissement qui investit dans une entreprise, il va demander à ce que le chef d'entreprise prenne une assurance homme-clé. Au Mali, on ne va pas pouvoir faire ça. Hein. Donc, ça va effectivement être le plus gros risque de l'investissement. C'est incontournable. Néanmoins, je vais vous raconter un cas véridique, malheureusement. Nous sommes associés avec une entreprise de savonnerie au Cameroun qui s'appelle Capco. Le chef d'entreprise est décédé malheureusement accidentellement lors d'une livraison commerciale. Sa femme, qui était déjà dans l'entreprise, qui travaillait au niveau de la production, est devenue gérante et en 9 mois, on a doublé la production et la commercialisation. Donc il y a aussi, c'est un cas particulier, on ne va surtout pas en faire des généralités, mais ce cas qui s'est produit cette année en 2021 dans le portefeuille de FADEV, 9 mois plus tard, on a un rebond exceptionnel. L'entreprise s'est arrêtée 2 mois et demi néanmoins, mais elle est repartie en juillet et aujourd'hui, sur les chiffres de septembre-octobre, on a doublé la production et la commercialisation de savon Cordelette. C'est juste un exemple. Mais l'entreprise est bien sûr bien entourée par notre coach de proximité. Je remercie l'INAGRIM pour cette initiative qui s'inscrit désormais dans la durée. Et chapeau à l'association. Ma question s'adresse, comme j'ai pris le forum en cours de marche, à monsieur qui parlait du droit foncier agricole. Parce que je suis originaire d'une localité minière. Et aujourd'hui, l'accaparement des terres fait que nos paysans, nos parents ne peuvent plus exercer l'agriculture. Je pense qu'un lieu comme ici est le mieux placé pour poser ce genre de questions. Qu'est-ce que l'État malien prévoit contre l'accaparement abusif de nos terres par les miniers, notamment les Chinois? Même ce matin, j'ai été interpellé par quelques membres de ma commune parce qu'il y a un village même qui risque de déplacement parce que les Chinois ont un permis et le permis même est douté. Donc maintenant, qu'est-ce que l'État prévoit? Parce que vous avez cité des mécanismes. Et je ne pense pas que cette loi foncière sur le foncier agricole soit vraiment connue du public ou ne serait pas mieux disons, divulguée auprès de la population. Et je suis quand même aussi heureux, cette fois-ci je m'adresse à mon ami Barry, de savoir que le mécanisme du CODEV a un peu évolué parce que avec Guillaume, on a toqué à votre porte, notamment en 2017, si je ne me trompe pas, plusieurs fois, mais sans vraiment avoir de succès de financement des projets agricoles à Kenyeba. Et je pense que mon successeur à la tête du secrétariat au projet de l'association ARCKF, Moussa Sissoko, je pense qu'il est dans la salle, et vous rapprochera. Parce qu'on a des entrepreneurs à financer qu'on a formés ici, qui sont prêts peut-être à investir sur le marché. Merci. Bonjour à tous et merci pour ce forum et merci pour l'invitation de M. Olivier que j'ai reçu pour être là, c'est une chance. Et c'est très intéressant tout ce que j'ai entendu ici. J'ai vu de la sécurisation, des lois, de la possibilité d'accompagner et de choisir les bons entrepreneurs. Mais il y a une chose que je n'ai pas entendue, c'est l'innovation, mais dans le sens de la digitalisation. D'abord, je me présente. Je suis Dr Mamadou Gros-Sidibé, président de l'association Mali Startup. Et nous sommes en train de tout faire au Mali pour l'émergence d'un entrepreneuriat innovant. Et en particulier, nous nous sommes rapprochés, et cette fois-ci, en tant que fondateur de l'ENALI, le premier réseau social au monde qui est totalement vocal et qui parle les langues locales africaines, parce qu'au Mali, 70% des femmes qu'on a dit ne savent pas lire et écrire. 60% des hommes de la population en général ne savent pas lire et écrire. Alors, quand on doit suivre un entrepreneur, comment on fait? On peut le faire en prenant l'avion là-bas. Covid a montré que c'est difficile. On peut le faire avec les structures d'accompagnement qui sont là. Oui. Mais imaginez qu'il y avait un outil digital dans lequel on voit qui a donné quoi. Parce qu'on a parlé ici de transparence. On peut voir qui, quoi, que ce soit bien expliqué quelle loi. Parce qu'il faut venir ici, et merci aux experts, il faut venir ici
pour savoir qu'il faut faire ceci, qu'il ne faut pas faire cela. Mais imaginez qu'il y avait un outil digital où dans votre langue, il y a la possibilité de dire que les lois c'est comme ça, les nouveautés c'est comme ça, comment être accompagné, comment profiter de telle histoire, et même donner tous ces objets d'accompagnement, de suivi. Si on sait en temps réel où va notre argent, on diminue aussi les risques parce que la digitalisation amène quelque chose de très important en plus de l'innovation technologique, c'est la transparence. Et la transparence est la clé. Vous avez dit de choisir son investisseur et son entrepreneur. Mais la meilleure façon, c'est de le voir dans le temps. De voir ce qui se passe. Qui a fait quoi? Qui a quel historique? D'ailleurs, c'est pour cela que les banques se servent des données pour y arriver. Et ce que je vais dire, on s'est rapproché de l'Institut Polytechnique Rural de Katibougou pour créer un centre d'innovation pour le développement de l'entrepreneuriat rural. L'idée de faire émerger l'entrepreneuriat innovant rural. Et dans ce cadre-là, nous vous invitons à regarder de ce côté. Et la question quand même, c'était une contribution. La question maintenant, c'est que, est-ce que je veux aller frapper à Bamako à votre porte? Parce que je suis de la diaspora, je suis maintenant installé là-bas. Je vais frapper à chacune de ces portes pour dire que nous savons faire l'innovation. Nous sommes des techniciens, mais nous ne savons pas créer les meilleurs services. D'ailleurs, on crée à la fin de l'année, à la deuxième foire du numérique de Bamako, un hackathon, où d'un côté, il y a des entreprises en difficulté qui pensent qu'ils ont un besoin d'innovation digitale, et de l'autre côté, des ingénieurs en TIC ou des startups qui veulent les accompagner. Et faire un hackathon avec le soutien de la deuxième région, du gouvernorat, du conseil régional, de l'IPR de Katibougou et de l'ONG Agrivision Sahel. Donc tout cela, ce sont des initiatives que nous pensons qu'avec vous, avec la diaspora, avec tout ceci, nous pouvons faire des merveilles et avec ce qu'il y a de plus intelligent ici, l'intelligence a fait tout le reste, la digitalisation. Merci. Un grand merci à M. Sidibé pour sa contribution. La parole à Mme Sila Fatmata. Enfin, une femme. Bonsoir à tous et à toutes. La question s'adresse à vous tous. Je souhaiterais connaître les conditions de financement pour un projet, pour ceux qui n'ont pas de moyens suffisants, mais qui ont la volonté de créer. Merci. Bonjour tout le monde, je ne sais pas si on m'entend bien. Du coup, merci tout le monde pour vos interventions, c'était vraiment très intéressant. Donc moi j'ai plusieurs questions, je les ai notées. Donc la première c'est pour Dr Barry. Je voulais savoir par rapport au programme que vous avez présenté, comment faire, où s'adresser, quelle est la procédure, quel est le délai de suivi, en tout cas d'étude des dossiers. Ensuite, ma deuxième question, c'est quel est le taux d'emprunt? Donc, si j'ai bien compris, c'est entre 15 et 30 millions. Donc, est-ce que c'est à taux zéro ou est-ce qu'il y a un taux d'intérêt? Voilà. Ensuite, j'ai une autre question pour Monsieur Flasher. Donc, aujourd'hui, vous nous avez parlé de la personnalité du dirigeant. Donc, moi, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a d'autres facteurs clés de succès que vous avez pu observer du fait de votre expérience avec le suivi de plusieurs entreprises au-delà même du Mali, puisqu'on peut également s'intéresser aux autres pays. Et enfin, ma dernière question, oui, donc c'est par rapport à votre expérience, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes capable de nous dire quelles sont, dans le secteur agroalimentaire ou même de la cosmétique, les branches, on va dire, les plus porteuses, en tout cas, sur lesquelles vous vous dites, si une personne nous propose un dossier dessus, ce sera plus intéressant. Je ne sais pas si j'ai été claire. En tout cas, merci d'avance. Aussi proche des deux dernières femmes qui sont passées, en fait, tout simplement, ça va s'adresser plutôt à monsieur Barry. Concernant les subventions que vous avez dit, des 14 000 €, on voudrait avoir un peu plus d'explications là-dessus. Comment est-ce qu'on peut y accéder, s'il faut faire des dossiers,
toujours dans la même optique, est-ce qu'il y a des structures que l'État a mis en place, par exemple, pour soutenir des gens qui voudraient entreprendre? Ou est-ce que, par exemple, si j'ai des questions, à qui je peux m'adresser? Comment est-ce que je peux être accompagné dans mes démarches vis-à-vis des autorités? Voilà. Merci. Bonsoir, ma première question va sur le foncier. Vous avez dit qu'il y a un droit de péremption. Et quand la péremption se fait, on retire le terrain. Si on retire, l'État retire, est-ce que la personne est dédommagée ou bien c'est zéro? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est le bail emphytéotique a changé maintenant. De 90, maintenant, c'est 50. Mais ceux qui ont déjà un contrat qui leur donnait un bail de 90 ans, est-ce que ça s'est remis en cause ou bien c'est pas remis en cause? Voilà. Bon. Ma question suivante va sur M. Flacher, à savoir, pour être bénéficiaire de votre accompagnement, il faut être forcément de la diaspora. Parce que vous avez Koulikoro Investis. Est-ce qu'il faut être de la diaspora ou bien la population locale malienne aussi a droit? Ça, c'est un. De deux, je ne sais pas tout ce dont on parle maintenant, que ce soit peut-être le CODEV comme Flacher. Il y a au Mali actuellement le club des ambassadeurs. C'est les binationaux qui ont créé ça. Est-ce que vous avez des contacts souvent avec ceux-ci? Parce qu'il a parlé des startups maintenant. Eux aussi, ils sont lancés pour ça et ils travaillent beaucoup à Bamako. Merci. Oui, merci, monsieur le modérateur. Bon, c'est juste deux questions, trois questions. OK. Alors, la première question, c'est le droit de péremption, si on ne retirait pas. Mais il faut savoir que quand on doit appliquer le droit de péremption, on ne retire pas. Celui qui a le propriétaire du terrain a la volonté de changer. Le droit de péremption donne la priorité à l'État de récupérer et procéder à d'autres installations, de nouvelles installations. Par contre, il y a retrait, c'est quand l'État s'engage à faire des investissements d'utilité publique. Il prend un arrêté pris un décret pris en Conseil des ministres qui retire la terre sous condition vraiment de réinstaller la personne vraiment ailleurs et de prendre la terre. Ça, c'est quand on veut faire des investissements d'utilité publique comme les routes, les dispensaires. L'État se donne ce droit de retirer. Mais avant le retrait, on doit installer. Mais malheureusement, très souvent, on ne respecte pas ça. C'est ce qui pose des problèmes. Voilà. Finalement, les gens se traînent à la justice parce que celui qui a vu sa propriété retirée se retrouve subitement seul dans la vie. Donc, finalement, ça pose des grands problèmes. Bon, je crois que bon, concernant le bail, moi j'avais dit ce matin, mais c'est en début d'après-midi, le bail c'est effectivement 50 au lieu de 99 ans. Ça n'a pas changé. C'est fait suite, je crois, à la dernière lecture des textes où on a effectivement enlevé 99 ans pour retenir 50 ans. Vous savez, vous êtes de Kenyeba, vous parlez du cas des Chinois qui occupent les terres dans la brousse comme ça et de façon illégale et qui utilisent l'eau des cours d'eau avec du cyanure pour l'extraction de l'or. C'est ça, n'est-ce pas? Mais c'est vous. Ce sont vos parents, les chefs de village, les commandants, les juges, les CB, les gendarmes qui sont là-bas, qui permettent à ces Chinois de s'installer illégalement. Moi, j'ai mon garçon qui est dans une entreprise d'exploitation d'or. Ils ont leur périmètre d'exploitation en bonne et due forme. Mais les Chinois viennent s'installer au vu aussi de tout le monde, moyennant des choses qui ne sont pas correctes. Et avec la complicité des villageois.
Ça, vous le savez. Et l'État. L'État et les villageois. Ça, vous le savez, monsieur. Bon, donc, les Chinois, comme ça, ils font ça une fois, deux fois, on ne dit rien. Maintenant, ce n'est plus dans la brousse, hein, c'est même dans les champs. Chez vous, dans vos champs maintenant. C'est à la population de se lever et de faire barrière à ça. Et il y a la loi, et avec la population et les villages, c'est à vous de vous lever, de commun accord avec les commandants, etc., pour mettre frein à ça. Voilà, c'est tout ce que je peux dire si vous avez quelque chose. Merci beaucoup et pour toutes ces questions. Et je commence par toujours M. Ba, mon ami perdu depuis des années. Bienvenue. En tous les cas, le co-développement n'est pas statique. Le co-développement est dynamique. Mais on est là pour vous servir. Quand même, vos préoccupations sont prises en compte. Quand on crée quelque chose pour la diaspora, on ne peut pas dire qu'on va rester statique. On essaie de vous répondre à vos aspirations au maximum. D'où la deuxième composante, investissement individuel, qui n'était pas dans un premier temps dans le programme, mais on a essayé de remodeler les choses pour vous conforter. Bon, et je ne sais pas comment ça t'est vraiment, ça a passé inaperçu. Un homme de presse, un journaliste, et des choses comme ça passent. On a fait quelques tournées ici pour communiquer là-dessus. Dans cette même salle, on a fait de communication sur l'investissement individuel. Et on est venu quand même lancer le produit. C'est pour cela, Madame le maire disait tantôt que je serais un citoyen d'honneur de montrer. Parce que je suis venu très fréquemment pour communiquer là-dessus. Je pense que c'est extrêmement important. Et pour répondre globalement à cette quand même composante et investissement individuel, on a signé une convention, un contrat avec les incubateurs du Mali. Et à travers le programme, Madame demandait tout de suite construire le Mali. Construire le Mali n'est autre chose que le co-développement. Je pense qu'on est venu expliquer ici que vraiment le co-développement, on a nos limites techniques. Nous, on n'est pas formateurs. Nous, on ne peut pas faire l'incubation. On ne peut pas vraiment faire les business plans. Mais on a signé des contrats avec des incubateurs pour faire le faire. Mais sous le leadership de la cellule technique du co-développement et sous couvert du ministère des Maliens de l'extérieur, que ça soit clair. Ça, c'est extrêmement important à ce niveau-là parce que beaucoup ont compris. Il y a eu l'ambivalence dans la tête de beaucoup de gens. Construire le Mali, est-ce que c'est quelque chose d'isolé? Est-ce que c'est le ministère? Est-ce que c'est les incubateurs? Ce n'est que le co-développement. Clair comme l'eau de roche. Donc, à ce niveau-là, et quand il y a des appels à projets, j'ai toujours fait des déplacements pour communiquer là-dessus. J'ai quitté ici, ça ne vaut pas encore 1 mois, 45 jours. On était venu pour un appel à projet pour répondre à madame qui a posé la question comment ça se passe, si les 15 millions et les 30 millions, si c'était une subvention, si c'était à quel taux, mais c'est gratuit. On donne gratuitement 15 à 30 millions. On ne donne pas moins de 15 millions, mais on ne donne pas au-delà de 30 millions. Mais c'est des projets productifs collectifs, pas individuels à ce niveau-là. Donc ça, c'est extrêmement important. Nous finançons environ les 70%. La diaspora contribue environ 10%. Les associations dans les zones de départ, ou bien les ONG dans les zones de départ, ou bien les collectivités locales, et ils financent environ 20%. Ben, on sait que même les 20%, c'est la diaspora aussi qui contribue indirectement. Donc les 30%, c'est... Mais ça a été conçu comme ça, Donc 70% CODEV, pas moins de 15 millions, pas au-delà de 30 millions, mais gratuit, sous les vigilants. Nous, on fait un suivi rapproché et on touche le bois. Aujourd'hui, nos projets sont réalisés à 98%. Il n'y a pas de déperdition parce qu'on fait le suivi de bout en bout, de la pose de la première pierre jusqu'à l'inauguration. Et l'avantage chez nous,
le projet, il y a un compte individuel projet et le compte est audité avant qu'on puisse donner les 20% après le rapport final. Donc, je pense que c'est structuré comme ça avec ces conditionnalités-là. Donc, c'est pour dire à madame que 15%, il n'y a pas de taux. Voilà. Donc, maintenant, madame a parlé de quelque chose d'important, dire qu'elle n'a pas de moyens. Moi, je suis quand même un optimiste dans l'âme. Ne pas avoir des moyens, ça veut dire que tu as des moyens. Voilà. Donc, je pense que je suis arrivé à une école de positivité par excellence. Même la malchance est une chance. Voilà. Dire que tu n'as pas de moyens, ça veut dire que tu as tout. Voilà. Parce que il faut, l'entreprise est la base de la réussite. Quand tu ne veux pas commencer, les moyens, on dit à notre jargon, parce que quand tu ne détiens pas la tête de lion là, personne n'interviendra pour t'aider. Donc, je pense que il faut commencer. Et je pense qu'il y aura les moyens sur la voie. Mais se bloquer d'emblée, je n'ai pas de moyens, tu n'auras jamais de moyens. Nous sommes tous autour de la table ici. Si je vais vous dire comment je suis là, vous allez dire vraiment c'est impossible. Bon, je pense que le contrat est parti. On ne peut pas parler de sa vie. On n'est pas venu pour ça. Mais en tous les cas, il faut commencer quelque part. Si tu vois que on ne peut pas planter tout de suite, labourer tout de suite, s'aimer tout de suite et récolter tout de suite, ça n'a jamais existé nulle part. Peut-être au paradis, de l'autre côté, peut-être là-bas. Sinon, ici sur terre, quand même, c'est impossible. Donc, je pense que vraiment, madame, il faut commencer. Il faut perdre tout dans la vie sauf le courage. Avec le courage, vous allez tout avoir. I believe, j'y crois. Voilà. Donc, vraiment, les moyens, commencez et vous allez avoir les moyens. Donc, pour parler de M. Sidibé. M. Sidibé, j'avais reçu les 2 bouquins. Vraiment, je te remercie très sincèrement. Merci, professeur. Vraiment, merci, professeur. Avoir la plume, commencer. Je ne vous connais pas, mais je vous ai connu à travers tout de suite. C'est tout de suite que on m'a donné ces deux bouquins. C'est pas les mêmes Sidibé. Ah, c'est pas les mêmes Sidibé. Ah, autant pour moi alors. Bon, d'accord. Bon. Ah non, bon, mais ce que vous savez faire, voilà. Ce que vous savez faire, c'est encore très, très important. Un professeur aussi, voilà, donner des cours, la digitalisation, je pense que tout ça, le monde a changé. Et approcher nos structures, tout le monde veut des produits comme ça. Parce que, et même si c'est pas dans les programmes, il faut mettre dans les programmes. Parce que, on est là pour le bien-être de la population. C'est tout ce qui peut rendre la population heureuse. On fera en sorte de tendre vers ça. Et c'est ça notre vision, le bien-être de la population malienne. C'est notre mission. Donc, Amada a posé une question. Et sa question, quelles sont les structures? Bon, je pense qu'il y a beaucoup de structures. Hein. Le matin, on avait déjà parlé. Mais il faut commencer d'abord par l'Agence de la promotion des investissements. Donc, pour commencer d'abord, ça c'est vraiment toute part de là-bas, le guichet unique. Donc, pour mettre d'abord la structure et le reste, au fur et à mesure, quand même, vous allez avoir toutes les informations. Voilà. Monsieur Silla, et dire nos portes, quand même, ou bien Madame Silla, nos portes sont ouvertes quand même quand vous serez à Bamako. Et le co-développement, nous sommes à votre entière disposition. Et ce sont vraiment quelques questionnements qui ont été posés sur le co-développement. Et pour finir avec les préoccupations de mon chef de cabinet et sur quelles relations existent entre les ambassades, les clubs des ambassadeurs et le co-développement ou bien le département. Vous savez, quand il y a de la matière à travailler, chacun veut contribuer à sa manière. C'est une synergie d'action pour la diaspora. Mais la structure gouvernementale quand même structurée qui est là, ça c'est le co-développement à travers quand même les Maliens de l'extérieur, sans tirer la couverture.
Tout le monde peut intervenir, privé, comme ONG, comme association, pour le bonheur de la diaspora. Donc, je pense que c'est une synergie d'action. C'est dont l'État n'est pas capable, les structures privées peuvent le faire, les ONG peuvent le faire, et la société civile peut le faire. C'est une complémentarité d'action pour le bonheur de la diaspora. Ça, c'est mon point de vue là-dessus. Vraiment, nul ne peut se vanter de se passer des autres. Je pense qu'on a besoin, pour surtout un Mali croix, chaque Malien compte. Merci. Monsieur, au niveau des bénéficiaires, effectivement, ce n'est pas la diaspora qui est directement bénéficiaire des investissements de FADEV ou demain de Koulikoro Investissement. Ce sera des chefs d'entreprise résidents au Mali. C'est incontournable. Hein. Avec, en termes de critères d'éligibilité, il faudra au minimum que l'entreprise ait 2 ans d'existence. Mais ce que je disais, c'est qu'on a beaucoup de repates qui bénéficient de l'argent de FADEV, néanmoins. Et pas forcément... on a une nouvelle génération de jeunes personnes, la trentaine, qui ont fait des études à l'étranger, pas forcément qu'en France. Hein. On a des gens qui ont étudié en Chine, aux États-Unis, qui reviennent sur Bamako, qui créent leur entreprise, et nous, 2-3 ans plus tard, hop, on les accompagne. C'est à notre tour de les accompagner. Donc voilà, ce sera, quand je parle du chef d'entreprise, donc je vais basculer sur madame, il est forcément au cœur de son entreprise. Il est forcément dans les murs de son entreprise. Sinon, ça commence quand même très très mal. C'est compliqué d'être chef d'entreprise. On est investisseur, on délègue, mais on n'est pas dans le soutien de ces petites PME il faut une vitalité extraordinaire pour les faire pousser au démarrage. Donc nous, il faut forcément que le chef d'entreprise il soit dans les murs de son entreprise. Pour revenir sur votre question, madame, sur la personnalité du chef d'entreprise, effectivement, c'est très compliqué comme ça de définir les points importants. On peut parler de pugnacité, mais aussi d'agilité. Souvent, le produit phare de l'entreprise, quand on la rencontre, 4 ans plus tard, c'est plus du tout le produit phare. Il faut avoir su avoir la mobilité pour évoluer un peu en fonction de l'attente des consommateurs. J'ai une entreprise qui est dans les marinades. Au départ, c'était du piment arrangé. Aujourd'hui, on est plus sur un bouillon cube. Et je pense qu'avec son bouillon cube, on va faire très très fort. Donc, on voit l'agilité de la chef d'entreprise qui s'est adaptée un peu à son marché. On avait été attaqué sur le piment par du low cost. Donc, on a su rebondir et trouver un nouveau produit qui semble très intéressant. Il y a aussi cette capacité à vendre, parce que voilà, le chef d'entreprise, il faut qu'il ait cette capacité à vendre. Je vais vous donner un dernier exemple. Un pharmacien qui crée une ligne de cosmétiques, donc il a toutes les capacités techniques, bien sûr. Il crée un produit, 2 produits, 3 produits, 4 produits. Moi, quand je le rencontre, il y a 20 produits. Donc, une ligne de 20 produits, chiffre d'affaires 15 millions. C'est quand même surprenant. 15 millions avec 20 produits. Tout simplement, quand on est pharmacien, on fait ce que j'appelle de la vente assise. Le client, il rentre dans votre pharmacie et vous lui vendez le produit adéquat ou conformément à l'ordonnance du médecin. Mais quand vous faites de la cosmétique, il faut aller chercher le client à l'extérieur. C'est ce qu'on appelle de la vente debout. Il faut aller vers le client. Et ça, c'est vraiment compliqué. Donc, on voit bien qu'il y a le nerf de la guerre quand même dans une entreprise naissante, c'est quand même le carnet de commandes. Il faut trouver les moyens de vendre ses produits. Voilà. On cite souvent la France. On avait un train formidable, on l'a jamais commercialisé, le TGV. Donc, on voit bien que la vente des produits, c'est quand même la pierre angulaire du développement de l'entreprise. Donc aussi des chefs souvent à l'écoute. Voilà, il y a la pugnacité, de l'agilité, de l'écoute, et voilà. À nous là. Bonjour, bonsoir, et merci à vous de tenir toute la journée pour être là jusqu'à la clôture. Ça prouve tout l'intérêt que vous portez pour l'UNAGRIM et nous vous en remercions. Merci beaucoup à nos autorités qui sont venues de Bamako, à la mairie de Montreuil aussi et à tous les partenaires qui ont bien voulu assurer cette journée-là concernant le 8e forum de l'UNAGRIM. 8 années de suite, ça veut dire qu'il y a quand même de la consistance, de la résistance et de la constance dans les actions. Merci beaucoup. L'actualité nous permet au forum aussi de replacer son action dans l'histoire de la Covid 2019 qui nous a empêché de faire le forum l'année dernière en 2020, mais aussi qui nous interpelle par rapport à la production locale, à la production sur place.
l'autosuffisance alimentaire. Parce que si aujourd'hui on crie partout, il y a la sécheresse, il y a la cherté de la vie, c'est qu'on n'a pas de production locale. Si on produisait sur place tout ce dont nous avions besoin, je pense qu'on ne serait pas dans ce souci-là. Donc c'est une opportunité pour la diaspora par rapport à toutes ces potentialités aujourd'hui en Europe et surtout aux familles qui sont en Afrique pour pouvoir les aider, non pas à les pousser à venir en Europe, mais à leur offrir des moyens pour pouvoir travailler des produits agricoles du Mali. Monsieur Barry, la question de la dame concernant les moyens, pour commencer, au-delà de la volonté, je pense que il faut penser, il faut reprendre cette question-là très sérieusement, même avec les autres partenaires, par rapport aux critères d'octroi de crédit pour pouvoir financer ou pour pouvoir démarrer. Et ça, je pense que jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pas pris le temps nécessaire pour se pencher sur cette question qui est fondamentale, dans la mesure où la plupart du temps, ces critères qui sont énumérés, j'allais dire, les membres de la diaspora, pour ne pas dire même certains Maliens, n'ont pas les moyens. Ils ont la volonté, mais d'abord, comme l'a dit Fadel, les banques, ils ne sont pas éligibles auprès des banques. Auprès des microcrédits aussi, ils ne rentrent pas dans les critères. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, je pense qu'il y a une réflexion à mener, même si moi, je pense qu'une solution par rapport à cela, c'est de savoir par rapport à leur demande, qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'on peut puiser là-dedans en termes de caution pour pouvoir nous couvrir et leur donner là. Ça, c'est une question. Deuxièmement, nos autorités, en termes de droit, je pense que tout ce qu'on entend aujourd'hui sur la région de Kéniéba concernant les mines, ça mérite encore une fois qu'on prenne du temps pour se pencher là-dessus. Parce que l'État ne peut pas on ne peut pas dire non, l'État ne peut rien. Non, c'est l'État, la colonne vertébrale de la nation, de la société. Tout ce qui se passe à Kéniéba, surtout avec l'avènement des réseaux sociaux, non mais il y a des images, quand on les voit, vous perdez tous vos moyens d'homme. C'est pas possible. Vous voyez la Falémé du côté du Sénégal, la Falémé du côté du Mali, mais on est dans un monde qu'on ne peut pas... C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut que l'État soit présent et que l'État fasse tout ça. Et concernant les bails, aussi, il faudra voir. Donc la loi ne doit pas être traitée autrement quand même. On ne doit pas... Non, il faut que l'État soit ce qu'il est, ce qu'il représente comme première force de coercition au sein de la nation. Donc, merci à vous. L'INAGRIM reste l'élément central par rapport à l'agriculture au Mali. Certes, il y a eu d'autres associations ou d'autres mouvements qui ont été faits, comme l'a dit le grand frère Terra, qui ont précédé quand même l'INAGRIM, dont on sait aujourd'hui que le reste ou les travaux qui ont été réalisés font toujours légion en matière agricole au Mali. Ça, c'est très important. Je pense qu'on prendra contact avec vous pour pouvoir assurer ce travail, ce lien entre la diaspora et les autorités maliennes. Il a été dit que l'agriculture demeure une potentialité énorme pour le Mali, ce qui est une réalité aussi. Depuis le premier forum jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a énormément de recommandations. Le président est passé pour en rappeler quelques-uns. Il y a le problème de point focal. Il y a les salons de l'agriculture. Donc nous avons toujours demandé que l'UNAGRIM assure la centralité de cette gestion-là à Paris par rapport à la préparation du forum et surtout faire en sorte que l'agriculture malienne soit portée sur le devant de la scène.
L'autre point de l'actualité aussi concerne la COP26. Tout ce qui est changement climatique, à rareté de l'eau, et surtout comment utiliser l'agriculture de manière efficiente avec la digitalisation qui vient d'être parlée aussi. Donc ça, c'est à prendre en compte parce qu'au-delà de la formation, si on a ce qu'on peut appeler aujourd'hui le vocal, les audios qui sont développés, effectivement, ça permet de donner un avantage à ceux qui n'ont pas été à l'école et de pouvoir bénéficier de quelque chose. Surtout qu'il a été dit aujourd'hui par rapport à l'Afrique, qui est en marge du développement classique connu en Occident, c'est-à-dire il y a la période contemporaine, il y a la période antique. On ne trouve pas la daba aujourd'hui au Mali pour cultiver convenablement. Des endroits où il y a la daba, il y a des endroits où il y a des tracteurs. Vous imaginez la jonction entre ces deux-là? Ça fait beaucoup. Et c'est inimaginable. Donc, tout ce qui est agriculture familiale et autres, on est sur de petits instruments classiques ou traditionnels de production. C'est à prendre en compte. L'INAGRIM souhaite être l'interlocuteur privilégié aujourd'hui pour la diaspora par rapport à tout ce qui est investissement au Mali. La demande a été faite depuis longtemps, c'est-à-dire que nous soyons un point focal. Il a été dit, je ne sais pas si la personne qui a, d'ailleurs, oui, il est là, M. Terra, qui avait parlé du bureau au niveau du consulat. En fait, ce bureau existe. Normalement, il devait être assuré par le Haut Conseil. Parce que là où existe, dans les ambassades où existent ces bureaux-là, les délégations, il n'y a pas de structure du Haut Conseil. Donc, nous souhaitons prendre ce relais-là par rapport à l'accompagnement et au suivi. Parce que ce qui fait défaut chez nous la plupart du temps, c'est qu'il y a toujours des choses qui sont lancées, il n'y a rien de contrôle ou de suivi par rapport à une certaine évaluation à un moment donné. Donc là, l'INAGRIM a tous les moyens humains aujourd'hui pour faire ce travail-là. En matière de gestion RH, tout ce qui est important, on a beau eu des outils, on a beau eu des textes pour pouvoir organiser ou faire quelque chose, si on n'a pas les hommes derrière, rien ne tient. Donc l'idée du chef, pour parler FADEV, l'idée du chef, moi je crois que c'est toujours l'homme. C'est en l'homme qu'on a la richesse. Et c'est l'homme qui est la richesse humaine pour assurer tout développement sur Terre. Si on a des instruments qui ne sont pas bien utilisés, ça va se casser. Si on a des méthodes pour faire, si ce n'est pas bien fait, ça ne marchera pas. Donc, à tout moment, il faut que cet homme-là soit formé, cet homme-là soit sensibilisé, cet homme-là soit suivi. Quand on entend manque de main-d'œuvre au Mali, je ne sais pas si la personne est ici. C'est vous qui avez parlé de manque. Donc, pour avoir la main-d'œuvre, il faut créer les conditions qui attirent cette main-d'œuvre. Donc, si on a beaucoup d'hectares à cultiver et qu'on va chercher une main-d'œuvre qui n'a pas ce qu'il veut ou ce qu'il souhaite pour pouvoir travailler la terre, vous ne trouverez jamais de main-d'œuvre. Donc, auparavant, c'est à vous de créer les conditions. D'abord, il faut rassurer cette personne par rapport à la pérennité de son emploi. Pendant un temps donné, ce qui est le contrat, il faut lui trouver un logement décent, là où il est parti chercher dans la ville. Il faut que, en retournant au village, qu'il retrouve ça, il faut le mettre dans toutes les conditions. Et ça demande beaucoup d'investissement. Ce que j'ai entendu aujourd'hui aussi, ce sont les filières porteuses. Ça a été dit, ça va de l'élevage à la pisciculture, au maraîchage et tout.
Donc, ça offre d'immenses opportunités à la diaspora de pouvoir travailler, de pouvoir investir. Pour cela aussi, encore une fois, c'est de la volonté humaine. Et chaque fois qu'il y a la volonté humaine et des hommes capables de tenir les engagements, rien n'est impossible. Le travail que le forum peut initier ou engendrer par rapport à la demande de la diaspora, c'est avoir la garantie des autorités maliennes par rapport à leur disponibilité. Le Mali Croix doit nous permettre de ne plus souffrir d'attente pour les projets, de ne plus souffrir d'attente pour l'étude des dossiers, de bénéficier des compétences qui existent sans pour autant que cela ne soit monnayé aussi. Donc l'INAGRIM peut être un acteur qui accompagnera quand même les demandes de la diaspora sans pour autant qu'il y ait trop d'intermédiaires. Et on sait que le dossier est au ministère. Le ministère, l'INAGRIM, a un point focal, c'est lui qui traite. Et cela ne devrait souffrir d'aucune... Voilà. Le développement de tous ces... le développement de ces demandes-là par rapport... à la mise en place, notamment les terres aménagées de l'Office du Niger. Ça peut aussi encourager leur mise en valeur par l'insertion des jeunes qui, ce faisant, ne pourront pas être candidats au départ. Parce que certains villages, notamment la région de Caille, dont j'ai souvent écho, il y a pratiquement plus de jeunes là-bas. Dans un premier temps, c'est vers les villes. Dans un second temps, c'est vers l'extérieur, notamment la sous-région et la France. Donc, nous demandons à ce que vraiment l'INAGRIM puisse bénéficier. Vous nous avez donné les clés par rapport à la demande d'association d'utilité publique. Ce sera fait aussi pour faire cette demande et nous soyons encore plus présents à Bamako pour pouvoir assurer le suivi de tous les travaux entrepris ici et avec notre représentation, renforcer notre représentation à Bamako. Voilà grosso modo ce que j'ai pu retenir aujourd'hui de différentes interventions et encore une fois, grand merci à vous. Aw nana kana INAGRIM ka wele in jaabi a diyara ye a bonyana ma min tun bi an kunkolo na an kan cɛ an fana y'o fɔ an ka minisiri tɔgɔ la n'o tɔgɔ ko Modibo Keita min ye sɛnɛkɛlaw ni baganmaralaw ka minisiri ye an kumana n'o ka yamaruya ye a ye min don an da an yɛrɛ ye min sɔrɔ ka fara a kan an y'o fɔ aw ye pour que a ka se k'o faamu. An bɛ laɲini min k'aw fɛ Mali kɔni c'est 1 241 000 km². 2 fois et demi la France. Dugumakolo fɛnsɛnlen bɛ yen. Il y a 2 grands fleuves. Il y a un gros delta central. Mɔgɔ bɛ se ka taa sɛnɛ kɛ yen cogo bɛɛ la, ka taa mɔni kɛ cogo bɛɛ la, ka taa bagan mara kɛ cogo bɛɛ la. Mais a nafolo de tɛ anw fɛ yen, aw yɛrɛ b'o dɔn. Aw nana nafolo ɲini yan, an bɛ ka min ɲini aw fɛ, a ye nafolo in dɔɔni ta, a kana taa kɛ bazɛn san ni vɛsi san ye k'a bila so kɔnɔ, ou bien ka so villaw jɔ, a ka taa don sɛnɛ na. Sɛnɛ bɛ dun ka fa sabati, a bɛ wari fana lase aw ma, a b'o wari kɛ ka so jɔ.
Alors, chers compatriotes du Mali, messieurs les représentants de la mairie de Montreuil, chers habitants de Montreuil, de Paris tout court, alors nous sommes venus vous apporter la bonne parole de la part de M. Modibo Keïta, ministre du Développement rural, qui nous a chargé de venir présenter ici le thème « L'agriculture et la sécurité alimentaire, les filières porteuses et l'investissement dans l'agriculture ». Et depuis ce matin, c'est ce que nous avons fait. Nous pensons avoir pu livrer ce que vous avez pu entendre et nous pensons que vous avez eu satisfaction et vous avez pu retenir quelque chose de ce que nous avons dit. Alors, nous vous souhaitons bon retour dans vos foyers et nous vous disons merci pour l'accueil que vous nous avez réservé ici. Je vous remercie. C'est des mots de remerciement seulement au nom de Inagrim pour remercier tout ce monde-là qui a fait ce déplacement-là pour venir nous écouter et rester avec nous toute la journée. Je tiens à remercier Madame Girassi, donc c'est une Sénégalaise. En fait, j'insiste là-dessus, c'est une Sénégalaise qui depuis des années maintenant assure la restauration pour l'Inagrim et elle mobilise vraiment toute sa famille. Voilà, donc elle est là. Madame Girassi, levez-vous s'il vous plaît. Voilà, c'est une Sénégalaise, donc c'est la fraternité africaine. Merci beaucoup. Elle mobilise toute sa famille là, donc pour venir assurer la restauration pour Inagrim. Soyez-en remerciés. Donc je remercie les membres de Inagrim vraiment qui se sont mobilisés, qui ont vraiment, grâce à leur volonté, donc ce forum a pu avoir lieu dans des circonstances qu'on connaît. Vraiment, merci pour tout. Et surtout dire que les adhésions sont vraiment ouvertes à tout le monde. Vous pouvez même adhérer à Inagrim en ligne. Voilà, donc il suffit de demander, on vous envoie ce qu'il faut, donc vous réglez tout en ligne. On a besoin de tout le monde. Donc l'adhésion à Inagrim, c'est très simple, c'est 25 € par an, dont les 5 € ce sont les frais d'adhésion pour la première année, sinon c'est 20 € la cotisation annuelle. Donc c'est ouvert à tout le monde. Vous serez les bienvenus. Et donc le public, je l'ai dit, donc vraiment merci pour tout. Et je tiens à remercier les intervenants pour la qualité des interventions. Merci. Et les partenaires, dont la mairie de Montreuil. Dans la mairie de Montreuil, il a dit, le modérateur, nous ne remercions pas assez cette mairie-là pour tout ce qu'elle fait, non seulement pour Inagrim, mais pour toute la communauté malienne. Merci pour son soutien. Donc, remercier les partenaires, le SIAD, Orange Bonnet, Babylone Mali. Et je remercie la mission diplomatique qui nous soutient. Et je tiens à remercier donc Dr Barry, qui a représenté le ministre des Maliens de l'extérieur et qui fait beaucoup pour faire connaître les différents dispositifs. Et il a dit, il est vraiment fréquent ici en ce moment. Grâce à lui, on a pu vraiment connaître les tenants et les aboutissants du co-développement, tous les appels à projets qui ont lieu et dont le programme Construit le Mali. Moi, j'ai bénéficié, j'ai quitté le Mali en août là parce que j'ai été sélectionné pour la deuxième cohorte pour le programme Mali. Je suis allé là-bas pendant 2 semaines. C'est vrai que c'est le programme qui a pris en charge mon billet. Donc, je suis allé suivre les ateliers pendant 2 semaines, très intensifs, très intéressants. Donc, la suite va venir. En tout cas, c'est un programme très, très intéressant que tout le monde pouvait postuler là-dessus. Ils ont leur site internet Construit le Mali, donc il faut y aller, vous allez avoir toutes les informations là-bas. Donc, Monsieur Guindo, Monsieur Diarra, donc je vous remercie énormément et je vous ainsi qu'à Dr Barry, je vous demande de transmettre au ministre concerné, le ministre des Maliens de l'extérieur, le ministre du Développement rural, nos vifs remerciements et vraiment nos reconnaissances. Merci, M. Guindo, vraiment. Vous êtes arrivé hier avec M. Diarra, donc pour vraiment échanger avec la diaspora. Ça a été de qualité. Nous sommes très satisfaits
nous sommes très satisfaits, voilà, donc, de ce forum-là, puisque ça permet quand même d'avoir beaucoup de réponses à des questions. Donc, il y a eu l'échange. Donc, c'est pas du tout évident, c'est pas du tout facile, donc, d'échanger, donc, de répondre à toutes les questions. En tout cas, nous sommes très satisfaits de ce forum-là et nous vous demandons vraiment de transmettre nos vifs remerciements, donc, aux autorités compétentes concernées. Vraiment, vraiment, nous sommes... et je voulais vous le dire, parce que au ministère, là, vous savez, donc, la situation qui prévaut dans notre pays en ce moment, il y a des changements. Ça ne fait pas très longtemps que le ministre, là, M. Modibo Keïta, est venu à la tête de ce ministère-là. Mais tout de suite, il a pris contact avec l'INAGRIM pour parler des dossiers en cours. Donc, ce qui signifie vraiment la disponibilité de nos autorités, de ce ministre-là. Soyez-en remerciés. C'est tout ce que moi, je voulais dire. Et tout juste, quand monsieur le chef de cabinet, M. Guindo, va clore le forum, donc nous vous demandons tous de venir là, on va prendre une photo de famille pour souvenir. Merci beaucoup. Bon, ce protocole, ça a été un peu hardi, mais quand même on est au bout. Alors, je profite donc de l'occasion pour dire félicitations à M. Guillaume Top et félicitations à M. Denis Flacher pour leur brillante prestation. Et M. Barry, ce qu'il ne dit pas, c'est que Mme Barry est conseiller technique auprès de nous, auprès du ministère du Développement rural. Elle est elle travaille avec nous et je lui donne souvent des missions à faire, des dossiers à traiter. Donc, il ne l'a pas dit, moi je profite de l'occasion pour le dire. Hein? Et M. Diarra, sa vie est dédiée à l'agriculture depuis 1977. Il est dans ça. Moi, je suis professeur de sciences biologiques. J'ai été nouvellement nommé chef de cabinet. Je suis bleu parmi les doyens dans la profession. Alors, je n'ai plus rien à dire, et je l'ai déjà dit. Je souhaite bon retour dans vos foyers respectifs. C'est des traditions. Nous saluons mesdames et les enfants à la maison. Et bon retour à vos foyers. La séance est levée. Et bon, et les dames aussi qui ont les messieurs à la maison, on me le fait dire. Alors, sur ce, le séminaire est clos. Merci bien.